Savez-vous que plus de la moitié des étoiles connues font partie de systèmes d'étoiles doubles ou multiples? Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous embarquons dans une épopée sidérale au cœur de l'un des plus spectaculaires ballets célestes. Nous dépasserons le simple spectacle d'une étoile solitaire pour explorer l'éblouissante complexité des systèmes d'étoiles multiples. Ces formations, où 2, 3, parfois même des milliers d'étoiles, sont liées par la danse éternelle de la gravité, scintillent comme des joyaux dans l'écrin infini de notre galaxie. Préparez-vous à être émerveillés par la beauté et l'intrigue de ces systèmes où les étoiles peuvent se rapprocher si près qu'elles se déforment mutuellement, échangeant de la matière, créant des prodiges de lumière et d'énergie. Les systèmes d'étoiles multiples sont un véritable spectacle cosmique à couper le souffle. Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage. L'homme a toujours été fasciné par les étoiles. Dans l'Antiquité, il pensait que les étoiles étaient des trous dans le toit du monde, au travers desquels pouvaient s'observer des feux brûlants. Pour la Grèce antique, tout dans le ciel était étoile. Les planètes étaient des astres errants et les comètes des astres chevelus. Le cosmos est une source inépuisable d'émerveillement, grâce à la diversité des objets qu'il offre. Même à l'œil nu, l'observation du ciel permet d'apprécier la caractéristique la plus évidente des étoiles, leur luminosité. Certaines brillent plus que d'autres. 6000 d'entre elles sont visibles à l'œil nu dans des conditions d'observation idéales. La simple utilisation de jumelles ou d'un télescope ouvre alors des horizons infinis et permet d'atteindre visuellement des millions d'étoiles, que ce soit dans la Voie lactée ou dans d'autres galaxies. Les étoiles sont toutes uniques, mais elles ont cependant un point commun qui les relie toutes. Elles produisent de l'énergie et de la lumière. Leur apparence peut être très diversifiée. Certaines brillent presque 1 million de fois plus que notre Soleil, d'autres beaucoup moins. Certaines sont 1000 fois plus grandes que le Soleil, d'autres 100 fois plus petites. Certaines peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers de degrés à leur surface, alors que d'autres ne dépassent pas quelques milliers de degrés. La première tentative de cataloguer les étoiles selon leur luminosité revient à l'astronome Hipparque de Nicée, au IIe siècle avant Jésus-Christ. Parmi les nombreux ouvrages dont il est l'auteur, apparaît un catalogue stellaire affichant 850 étoiles répertoriées selon leurs coordonnées et leur luminosité. Plus tard, Claude Ptolémée, un scientifique grec qui vivait à Alexandrie, reprit et enrichit ces données au sein de son ouvrage Almageste. À travers ce traité, il réorganise toute l'astronomie mathématique antique et l'explique avec clarté et cohérence. Dans le catalogue de Ptolémée, basé sur celui d'Hipparque de Nicée, les étoiles sont répertoriées en 6 classes. Les plus brillantes sont de première magnitude. Les étoiles un peu plus faibles sont de seconde magnitude, et ainsi de suite jusqu'à celles quasiment invisibles à l'œil nu, qui sont classées de 6e magnitude. Le terme magnitude est d'ailleurs toujours utilisé pour qualifier la luminosité des étoiles, des nébuleuses ou des galaxies. Toutes les étoiles n'ont pas la même couleur. Depuis l'Antiquité, on observe que certaines étoiles peuvent paraître rouges, d'autres jaunes, blanches ou encore bleues. Ce sont les étoiles les plus chaudes qui apparaîtront plutôt bleutées, comme Rigel ou Vega, atteignant plus de 10 000 degrés en surface. Les étoiles plus proches de notre Soleil
et un peu moins chaudes que les précédentes, semblent jaunes. Les plus froides, dont la surface avoisine tout de même les 3000 degrés, apparaissent rougeâtres, comme Bételgeuse ou Antares. Mais que sont concrètement les étoiles ? Une étoile est une gigantesque usine nucléaire qui produit de la lumière. Celle que nous connaissons le mieux et la plus proche de nous est le Soleil. Mais des étoiles comme le Soleil, il en existe des milliards de milliards dans l'univers. Elles brillent comme lui, mais on ne les voit que la nuit. Le Soleil, lui, est si proche de nous que sa présence de jour nous éblouit et nous empêche même de voir les autres étoiles. L'étoile, contrairement à une planète, produit elle-même sa lumière. Les planètes se contentent de réfléchir la lumière du Soleil. Une étoile est une gigantesque boule de gaz des millions de fois plus massive que la Terre et des centaines de fois plus grande qu'elle. Elle tourne sur elle-même en produisant une lumière intense. À sa surface, la température atteint plusieurs milliers de degrés. Il existe une grande variété d'étoiles, toutes différentes les unes des autres. Des rouges, des bleues, des massives, des petites. Les étoiles émettent de la lumière car la matière qui les compose est extrêmement comprimée dans leur centre au sein de ce que l'on appelle le cœur de l'étoile. La chaleur dans ce cœur atteint plusieurs millions de degrés, ce qui produit des réactions nucléaires et dégage de gigantesques quantités d'énergie. C'est cette énergie qui est ensuite évacuée sous forme de lumière. Les réactions nucléaires qui se produisent dans le cœur font s'agglomérer et fusionner des atomes. Dans la grande majorité des étoiles, les noyaux d'atomes d'hydrogène fusionnent et composent des noyaux d'atomes d'hélium. Il était une fois un nuage interstellaire constitué de gaz et de poussière qui s'effondrait sous l'effet de son propre poids, donnant ainsi naissance aux étoiles. Ces complexes géants de nuages moléculaires apparaissent à travers les télescopes comme des taches sombres qui se détachent sur un fond lumineux. Ces systèmes peuvent atteindre un diamètre allant jusqu'à 300 années-lumière. Ce sont les structures les plus massives de la galaxie, indépendamment des amas globulaires. Et c'est précisément là où nous voyons aujourd'hui de sombres nuages froids de gaz et de poussière que de nouvelles étoiles scintilleront un jour. Rien dans l'univers n'est éternel. Le ciel nocturne n'a pas la même apparence aujourd'hui qu'il y a 1 milliard d'années. Et il sera encore très différent dans 1 milliard d'années. La naissance d'une étoile peut prendre des dizaines de milliers d'années. Lorsqu'une étoile vient au monde, le gaz qui l'entoure est coloré et des nuages de poussière aux formes irrégulières se détachent sur un fond rougeoyant. Au sein de ces pouponnières cosmiques, l'espace situé entre les étoiles n'est pas vide. La gravitation peut réunir des matériaux interstellaires et former de gigantesques nuages. Au cœur même de ces nuages, il fait sombre et froid. De bonnes conditions pour que différents atomes se combinent et forment des molécules simples, d'où le nom de nuages moléculaires. Lorsqu'un nuage dense de matière interstellaire se contracte et se fragmente en petits amas de matière sous l'action de la gravité, le centre de cet amas forme une proto-étoile. De la même façon que l'amas de matière qui lui a donné naissance tournait sur lui-même, la proto-étoile est guidée par un mouvement de rotation et la matière résiduelle se répartit en un disque qui tourne autour d'elle. La proto-étoile attire à elle la matière du disque, ce qui lui permet de continuer de grossir. Des rafales de gaz dense, appelées des jets, surviennent au moment où de grandes quantités de matière tombent sur la proto-étoile.
Ces jets apparents révèlent la présence de la protoétoile au sein des nuages opaques. La protoétoile génère de l'énergie par compression de ces gaz. Plus elle devient dense, plus elle attire de matière et plus son attraction gravitationnelle augmente. Le mouvement de la matière s'accélère et la température s'élève. Dès lors que son cœur est suffisamment échauffé pour que l'hydrogène fusionne en hélium, la protoétoile devient jeune étoile. Durant près de 90% de son existence, l'étoile transforme l'hydrogène de son cœur en hélium par fusion nucléaire, produisant de l'énergie évacuée sous forme de lumière. La vie de l'étoile s'arrêtera lorsque l'hydrogène, entièrement transformé, viendra à manquer dans son cœur. L'étoile va alors s'éteindre plus ou moins lentement en fonction de sa masse. Les étoiles les plus massives explosent en supernova, phénomène qui éjecte énormément de matière et d'énergie et provoque la formation de nouvelles pouponnières d'étoiles ailleurs dans la galaxie. Les étoiles moins massives, comme le Soleil, se mettent à gonfler et se transforment peu à peu en géantes rouges. De nouvelles réactions nucléaires démarrent en son cœur et elle commence à perdre une part de plus en plus importante de son gaz. L'éjection de matière s'accélère et forme une enveloppe que l'on appelle une nébuleuse planète Terre. Au centre, il restera une naine blanche, une étoile dense et éteinte. L'espérance de vie d'une étoile dépendra donc de sa masse et de la quantité de combustible disponible pour produire son énergie. Le Soleil vit environ 10 milliards d'années, et il en est déjà à la moitié de sa vie, près de 5 milliards d'années. Cela ne signifie pas pour autant que plus une étoile est massive et plus elle vivra longtemps. Même si elle dispose de beaucoup de combustible, elle en brûle aussi beaucoup, et s'éteindra alors plus rapidement. C'est ainsi qu'une étoile des dizaines de fois plus massive que le Soleil peut avoir une vie des centaines de fois plus courte. Dans le panorama céleste, alors qu'elles semblent relativement isolées les unes des autres, les étoiles ne sont en fait pas des corps solitaires, mais se regroupent pour former des associations et des amas plus ou moins denses. Il arrive même qu'il se crée des liens beaucoup plus étroits et que les étoiles forment des paires appelées étoiles doubles ou systèmes binaires dans lequel l'évolution d'une étoile influence celle de l'autre. Dans la majorité des systèmes binaires, la distance entre les étoiles demeure élevée. Les périodes de révolution d'une étoile autour de l'autre excèdent la plupart du temps les 100 ans. La découverte des étoiles doubles fut l'une des premières découvertes obtenues grâce aux lunettes astronomiques. C'est l'étoile Mizar, située dans la Grande Ourse, et dont nous reparlerons plus tard, qui a été la première à être identifiée comme telle. Les scientifiques ont tout de suite supposé que Mizar ne devait pas représenter un cas unique, étant donné le grand nombre d'étoiles dans l'univers. Dans les années 1780, un catalogue fut publié, rendant compte de l'observation de près de 700 étoiles doubles. La plus grande problématique au début de la découverte a été de savoir si les étoiles doubles observées étaient véritablement liées entre elles ou si leur association n'était que le résultat de la perspective. Il fallut donc mesurer la distance de certaines d'entre elles en utilisant la méthode de la parallaxe. Les scientifiques observèrent ainsi que chaque étoile suivait dans le ciel un tracé compliqué de forme ellipsoïdale. Ces résultats confirmèrent que les étoiles doubles étaient physiquement associées et constituaient un système binaire, puisque selon les lois de la mécanique céleste, deux corps liés par la gravitation suivent une orbite elliptique. Les étoiles doubles
sont divisés en 3 catégories principales. On retrouve les binaires visuels, les photométriques et les spectroscopiques. Cette classification fait référence à la façon dont les étoiles se sont associées. Les étoiles binaires visuelles sont nommées ainsi du fait de leur mouvement par rapport à une autre étoile, supposée être sa compagne. Les étoiles binaires photométriques sont celles qui observent des variations périodiques de la luminosité, à cause des éclipses réciproques d'une étoile sur l'autre. Elles sont également appelées variables à éclipse. Les étoiles binaires spectroscopiques sont connues grâce à une technique de spectroscopie stellaire qui permet de vérifier, grâce à l'effet Doppler des raies spectrales, si 2 étoiles qui se tiennent à une distance proche sont liées ou non. L'effet Doppler est un phénomène physique selon lequel un observateur en mouvement par rapport à une source qui émet des ondes perçoit un changement apparent dans la fréquence de ces ondes. Allons découvrir certaines de ces étoiles doubles. Située dans la constellation du Scorpion, à environ 378 années-lumière de nous, se trouve l'étoile binaire Aer-Scorpii. Son étoile principale est une naine blanche d'une taille proche de celle de notre planète Terre. Mais sa masse est 200 000 fois plus importante. Son compagnon ne se voit pas. Il doit s'agir d'une petite naine rouge et froide, tournant avec l'étoile principale autour de leur barycentre commun. Aer-Scorpii se caractérise par des fluctuations lumineuses inexpliquées. Elle a d'ailleurs été, au début de son étude, classée par erreur comme une étoile variable. Toutes les minutes, son flux optique augmente d'un facteur 4 en moins de 30 secondes, passant d'une magnitude apparente de 16,9 à 13,3. Les observations menées sur Aer-Scorpii depuis les années 1970 suggèrent qu'elle fait partie d'une classe d'étoiles appelée des polaires intermédiaires. Cette classe définit des naines blanches en rotation, attirant et incorporant la matière d'une seconde étoile de faible masse qui l'accompagne. Elle présente par conséquent un disque d'accrétion. Située à environ 8475 années-lumière de nous, dans la constellation du Sagittaire, WR104 est une étoile wolf-rayet. Elle a été découverte en 1998. Une étoile wolf-rayet se définit comme une étoile chaude d'une masse équivalente à plusieurs dizaines de masses solaires. Durant une phase brève suivant sa séquence principale, l'étoile wolf-rayet expulse la matière entourant son noyau sous forme de vent stellaire très violent. Le noyau est alors mis à nu, puis explose en supernova. WR104 est une étoile binaire qui s'accompagne d'une autre étoile de type OB. Sa période orbitale est d'environ 240 jours, conférant à leur vent stellaire une forme spiralée s'étendant sur 200 unités astronomiques. De récentes mesures optiques concernant l'axe de rotation de WR104 laissent supposer que lorsque l'étoile explosera en supernova, elle émettra des jets de matière par des pôles ainsi que des rayonnements énergétiques, voire un sursaut gamma, qui pourrait être dangereux pour la Terre en raison de sa proximité avec l'astre. L'explosion pourrait survenir d'ici 300 000 ans, ce qui laisse le temps de confirmer ou non cette hypothèse. LL Pégasi est une étoile variable de type Mira, située à 3900 années-lumière du Soleil. Les variables de type Mira se caractérisent par des couleurs très rouges, des amplitudes de luminosité supérieures à une magnitude et des périodes de pulsation supérieures à 100 jours.
Ces géantes rouges sont dans la dernière étape de leur évolution stellaire. D'ici quelques millions d'années, elles expulseront leur enveloppe externe en une nébuleuse planétaire et deviendront des naines blanches. Ce système stellaire binaire comprend une étoile carbonée extrême. Ce type d'étoile développe une composition chimique dans laquelle le carbone domine à la place de l'oxygène. Les deux étoiles sont cachées par le nuage de poussière éjecté de l'étoile de carbone et ne sont observables qu'en lumière infrarouge. LL Pégasi est entourée d'une nébuleuse en forme de spirale qui est considérée comme une proto-nébuleuse planétaire. Elle adopte la forme inhabituelle de spirale d'Archimède, une courbe décrite par un point en déplacement uniforme sur une droite en rotation, elle-même uniforme autour d'un point. Cette forme peut être due à l'interaction entre le compagnon stellaire et l'étoile carbonée. Eta Carinae est un système stellaire composé d'au moins 2 étoiles. Il est connu sous le nom français d'État de la Carène. Sa luminosité est incroyable. Elle dépasse 5 millions de fois celle du Soleil. Eta Carinae se situe à 7500 années-lumière de notre planète Terre, dans la constellation de la Carène, au sein même de notre Voie lactée. Elle est âgée d'environ 2,5 millions d'années seulement. Les deux composantes Eta Carinae A et B sont difficiles à observer puisqu'une nébuleuse très dense de forme bipolaire les entoure. Cette dernière s'appelle l'homunculus. Eta Carinae B gravite sur une orbite excentrique et accomplit une révolution en 5,54 années environ. Eta Carinae A est une étoile variable hypergéante bleue. Les astronomes estiment son diamètre à environ 1150 fois celui du Soleil, soit l'équivalent d'environ 1,6 milliard de kilomètres. Sa température de surface atteint 40 000 degrés. Forte de sa magnitude 4, Eta Carinae se distingue facilement à l'œil nu dans un ciel sans pollution. Sa localisation, loin dans l'hémisphère céleste sud, la rend cependant invisible aux observateurs européens et pour la plupart des observateurs nord-américains. Néanmoins, les observateurs de l'hémisphère sud, en Nouvelle-Calédonie ou à La Réunion par exemple, peuvent la voir se lever brillamment dans le ciel. Elle apparaît comme étant l'étoile la plus lumineuse au sein de la grande nébuleuse de la Carène, entre Canopus et la Croix du Sud. À travers un télescope, Eta Carinae apparaît distinctement grâce à sa couleur orangée, enfermée au sein de la nébuleuse. Eta Carinae a subi une explosion observable depuis la Terre seulement il y a 150 ans. La conséquence a été la formation de la gigantesque nébuleuse appelée nébuleuse de l'homoncule. Cette dernière atteint désormais la taille du système solaire. Jusqu'au XVIIe siècle, aucune donnée fiable d'observation d'Eta Carinae n'apparaît. Une première observation précise de l'étoile se réalise en 1677 par Edmund Halley. Mais sa position est simplement indiquée par rapport à une autre étoile à l'intérieur de la constellation du chêne de Charles. Le scientifique lui donna une magnitude apparente de 4, ce qui correspond à 3,3 sur l'échelle moderne. Durant une grande partie du XVIIe siècle, Eta Carinae ne se distingue pas par sa luminosité. En 1827, William Burchell observa une brillance inhabituelle de l'étoile.
Il se questionna alors sur la possibilité de variation de brillance de cette dernière. Dans le même temps, John Herschel, un astronome britannique, fit une série de mesures précises depuis l'Afrique du Sud et démontra qu'Eta Carinae brillait constamment autour d'une magnitude de 1,4. Mais un soir de la fin d'année 1937, il fut surpris de constater que l'étoile était plus lumineuse que Rigel. C'est le début d'une période appelée la Grande Éruption qui durera quasiment 18 ans. En janvier 1838, Eta Carinae égalise Alpha Centauri au niveau de la luminosité. Puis celle-ci diminue dans les 3 mois. Durant les années suivantes, des observations d'augmentation et de diminution de la luminosité de l'étoile sont régulièrement observées. En 1895, la luminosité d'Eta Carinae faiblit jusqu'à atteindre une magnitude de 7,5. Son extinction visuelle serait due aux gaz et aux poussières expulsées durant la Grande Éruption. Les variations de luminosité observées durant l'éruption s'apparentent plus au comportement d'une supernova qu'à celui d'une étoile massive libérant ses couches avant de mourir. Malgré la puissance de l'explosion, l'étoile a cependant survécu. L'explosion lui a permis d'éjecter ses couches externes, mais n'a pas été suffisante pour annihiler totalement Eta Carinae. Ce phénomène peut être expliqué, selon certains astronomes, par le fait que l'éruption serait en réalité la fusion de 2 étoiles. En 2018, une étude publiée propose un scénario qui pourrait expliquer les événements observés au cours des éruptions de Eta Carinae. Il pourrait s'agir à l'origine d'un système triple constitué d'une binaire serrée Eta Carinae A et B, autour duquel graviterait un 3e membre, Eta Carinae C. Ces 3 composantes subiraient alors des interactions multiples. Au moment où l'étoile la plus imposante du système, Eta Carinae A, arriva en fin de vie, elle se dilata et perdit une part de son atmosphère au profit de sa compagne, Eta Carinae B. Un transfert de masse entre le membre A et le membre B perturba l'équilibre gravitationnel du système. Eta Carinae A s'éloigna alors de B, qui devenait beaucoup plus massive. En s'écartant, Eta Carinae A se mit à interagir gravitationnellement avec une 3e étoile, qui était restée plus loin du système, Eta Carinae C. Alors que A tentait de s'éloigner du système, C modifia sa trajectoire et se rapprocha d'Eta Carinae B. Elle finit par fusionner avec cette dernière, ce qui entraîna une projection de matière extraordinaire. Au début de la fusion entre Eta Carinae C et B, les matières projetées étaient denses. Leur dilatation se fit très lentement. Au moment même de la fusion, une énorme explosion survient. C'est ce qui créa les lobes bipolaires de la nébuleuse Homoncule, toujours en place aujourd'hui. Cette matière rattrapa les projectiles lents et les poussa, ce qui chauffa le milieu. Ce fut la principale source lumineuse apparue lors de la Grande Éruption observée par les astronomes à partir de 1837. Pendant que Eta Carinae B et C fusionnent, Eta Carinae A continue de graviter sur son orbite elliptique. Elle traverse les couches externes de B tous les 5,5 ans, ce qui engendre des ondes de choc à l'origine des émissions de rayons X. L'augmentation d'éclat de Eta Carinae est probablement provoquée par la dissipation du nuage de poussière qui se situe dans notre ligne de visée. Ce nuage entoure complètement l'étoile et ses vents. La lumière que l'étoile émet en direction de la Terre est occultée.
L'homonculus, quant à lui, peut être observé car il est 200 fois plus grand que le nuage de poussière. D'après les scientifiques, aux alentours de 2032, le nuage de poussière se sera complètement dissipé et dévoilera l'éclat stable de l'étoile centrale. Il sera ainsi possible d'étudier Eta Carinae avec précision. Le système binaire spectroscopique a 4 composantes. De KIC 71 77 553 est une structure complexe particulièrement intéressante. À l'aide du télescope spatial Kepler qui a étudié le système, 2 étoiles binaires en orbite l'une autour de l'autre, dans une structure hiérarchique dont un des 2 systèmes est une binaire à éclipse, ont été mises en évidence. Les 2 binaires possèdent chacune un disque d'accrétion, disques qui sont eux-mêmes entourés d'un disque d'accrétion externe. Les astronomes se sont intéressés à ce système stellaire car l'étude d'une des 2 éclipses a mis en évidence des variations de synchronisation d'éclipses avec une amplitude d'environ 100 secondes et une période de 529 jours. Ce phénomène insinue qu'une exoplanète évolue sur une orbite excentrique autour de ce système, ce qui serait une belle opportunité pour étudier la manière dont les planètes se forment et évoluent au sein des systèmes hiérarchiques. Le couple d'astres WISE 2150-7520 AB constitue une binaire large. Ses 2 membres sont séparés par une grande distance. Situé à 78,9 années-lumière de la constellation de l'Octant, ce système binaire étrange se constitue de 2 naines brunes. Elles sont séparées de 341 unités astronomiques. Un record puisqu'il équivaut à 8 fois la distance de Pluton au Soleil. Ce système pourrait être âgé de 500 millions à 10 milliards d'années. Avant cette découverte, les astronomes ne pensaient pas qu'un tel système puisse rester en connexion sur une si grande distance durant des milliards d'années en raison des interactions subies dans la galaxie. Zeta Ursae Majoris, traduit Zeta de la Grande Ourse en français, est une étoile multiple située dans la constellation de la Grande Ourse, la 2e étoile à partir de la fin du chariot. Elle porte le nom traditionnel de Mizar. Mizar est l'étoile qui se trouve au milieu du manche de la casserole. Pour la distinguer à l'œil nu, il faut une bonne vue. À l'aide de jumelles, elle apparaît sans la moindre difficulté. Elle se transforme en un somptueux couple d'étoiles blanches serrées l'une contre l'autre dès lors que l'on utilise une lunette à plus fort grossissement. La distance entre ces 2 étoiles équivaut à 381 fois la distance Terre-Soleil. Sa magnitude apparente est de 2,2 environ. Mizar a été la première binaire télescopique à être découverte. Elle se compose de Mizar A et de Mizar B. Cette dernière, qui est l'étoile secondaire, a une magnitude de 4 et se situe à 381 unités astronomiques de Mizar A. Il leur faut des milliers d'années pour orbiter l'une autour de l'autre. Mizar s'accompagne d'une étoile faiblement visible à l'œil nu que l'on appelle Alcor. Également connue sous le nom de 80 Ursae Majoris, cette dernière a une magnitude de 3,99. Le couple Mizar et Alcor ont récemment été reconnus comme une véritable étoile double. Ils sont également surnommés le cheval et le cavalier. Distantes de plus d'un quart d'année-lumière, leur mouvement propre prouve qu'elles se déplacent ensemble. « 61 Cygni, également appelée étoile de Bessel, est un système composé de 2 étoiles naines orange
de classe spectrale K, de type comparable au Soleil, qui se situe dans la constellation du Cygne. Elle se caractérise par son mouvement propre ultra rapide au sein de notre galaxie. Avec une magnitude de 5,2, on peut aisément la voir à l'œil nu sous un ciel pur. À l'aide d'une petite lunette, ces deux composantes apparaissent sans difficulté. Toutes deux présentent une belle couleur rouge orangé et possèdent presque le même type spectral. Leur différence de luminosité donne l'impression de teintes légèrement différentes. Cela est dû au fait qu'elles ont une magnitude d'écart. L'astre le plus faible apparaît alors d'un rouge plus soutenu que le plus brillant. En plus d'être un somptueux système binaire, 61 Cygni est considéré comme l'étoile ayant la plus grande importance historique. Il s'agit de la toute première étoile dont la distance a été évaluée par la méthode de la parallaxe. C'est en 1806 que l'astronome Giuseppe Piazzi remarque que cette étoile se déplace rapidement dans le ciel, impliquant qu'elle devait être plus proche de la Terre. Les astronomes cherchèrent alors à voir si cette étoile possédait un léger mouvement de va-et-vient. Cette oscillation sur une période d'1 an est attendue du fait de la rotation de la Terre autour du Soleil. Les étoiles proches doivent changer de position par rapport aux étoiles plus lointaines quand la Terre parcourt son orbite si l'on suit le phénomène de parallaxe. Quelques années plus tard, en 1838, l'astronome Frédéric Bessel parvient à réaliser une mesure précise du mouvement de 61 Cygni tout au long d'une année. Pour la toute première fois, il réussit à estimer la distance d'une étoile. La valeur qu'il trouve à l'époque, 10,5 années-lumière, est très proche de celle mesurée actuellement, de 11,4 années-lumière. Cette découverte concrétisa la profondeur totalement inattendue de l'univers à cette époque. 100 000 milliards de kilomètres. « 70 Ophiuchi est une étoile binaire située dans la constellation d'Ophiuchi, à environ 17 années-lumière de la Terre. Elle est connue pour posséder l'une des plus courtes périodes. En effet, 83 ans suffisent à ses deux membres pour faire leur ronde l'un autour de l'autre. Si cette boucle est si rapide, c'est parce que les deux objets sont relativement proches l'un de l'autre. Leur période de révolution est à quelques années près la même que celle d'Uranus autour du Soleil. Cela signifie que la distance moyenne entre les deux membres est d'environ 3 milliards de kilomètres seulement. La proximité de 70 Ophiuchi par rapport à la Terre nous permet de distinguer facilement les deux composants malgré leur proximité. L'étoile principale du couple, 70 Ophiuchi A, est une naine jaune-orange d'une taille comparable à celle du Soleil. L'étoile secondaire 70 Ophiuchi B est une naine orange beaucoup moins massive et moins lumineuse que sa compagne. L'orbite de 70 Ophiuchi B est excentrique. Elle peut passer à 11,4 unités astronomiques au plus près et à 34,8 unités astronomiques au plus loin de 70 Ophiuchi A. Leur prochaine séparation maximale aura lieu en 2024. Vue de la Terre, cette étoile binaire est spectaculaire, facile à séparer et très colorée. Les tons jaunes et orange s'aperçoivent déjà dans une lunette de 60 mm. Les couleurs du couple rappellent celles de 61 Cygni. Ce système stellaire multiple se situe dans la constellation de la Lyre, à environ 162 années-lumière du système solaire. Epsilon de la Lyre est une étoile exceptionnelle qui se compose d'une paire d'étoiles doubles dénommées Epsilon 1 et Epsilon 2. Elle est parfois surnommée la double-double.
Les lois de Kepler définissent que plus les astres sont proches, et plus ils tournent vite autour de leur centre de gravité commun. Cependant, un abîme estimé à 10 000 fois la distance Terre-Soleil sépare Epsilon 1 et Epsilon 2. Ils gravitent donc très lentement l'un autour de l'autre. Leur période de rotation est estimée en centaines de milliers d'années. Le système binaire Epsilon 1 a une période de rotation d'environ 600 ans. Epsilon 2 a une période de rotation 2 fois plus longue. Les étoiles qui composent Epsilon 1 ont pour magnitude respective 5,02 et 6,02, et celles composant Epsilon 2 ont pour magnitude 5,14 et 5,37. Epsilon 1 et Epsilon 2 forment une belle étoile double dans des jumelles, voire à l'œil nu. Les deux systèmes doubles se ressemblent beaucoup, mais sont orientés perpendiculairement l'un à l'autre. Étant donné le jeune âge des astres qui constituent cette double-double, ils apparaissent très blancs dans les télescopes. Observés à l'aide d'un instrument plus puissant que des jumelles, chacune des deux composantes se dédouble et chaque système apparaît comme deux étoiles doubles. Sirius est un système stellaire binaire qui se compose d'une étoile de la séquence principale et s'accompagne d'une naine blanche. Également connue sous le nom de Alpha Canis Majoris, elle se situe dans la constellation du Grand Chien, au sein de laquelle elle est l'étoile principale. Depuis la Terre, Sirius est l'étoile qui brille le plus sur la voûte céleste après le Soleil. Elle appartient à la catégorie des étoiles blanches et se situe à 8,6 années-lumière du Soleil. Sa proximité et sa luminosité font d'elle un des sujets d'étude les plus convoités des astronomes. Depuis nos latitudes nord tempérées, Sirius s'observe assez bas au-dessus de l'horizon sud les nuits d'hiver et scintille d'un magnifique éclat blanc acier. Elle brille généralement du fait de la turbulence et peut présenter certaines nuits des éclats irisés. Son petit compagnon, qui est 10 000 fois moins brillant que l'astre principal, est beaucoup plus discret à travers les télescopes. Sa relative proximité avec le Soleil fait que Sirius est animé d'un mouvement propre, ce qui signifie que sa position sur la sphère céleste varie plus vite que de nombreux autres astres. Sirius est une étoile binaire qui se compose de deux parties, Sirius A et Sirius B. Sirius A, une étoile blanche de la séquence principale, est celle que l'on peut observer à l'œil nu. Sa masse est d'environ 2,12 masses solaires. Elle serait âgée d'environ 250 millions d'années. Sirius A présente une composition chimique fortement abondante en fer, puisque celle-ci est 3 fois supérieure à celle du Soleil. À sa surface, on perçoit un faible champ magnétique. L'astre qui tient compagnie à Sirius A est Sirius B, une naine blanche orbitant avec une période d'environ 49,9 années. Sa masse est de 1,03 masses solaires. La distance entre Sirius A et Sirius B oscille entre 8,1 et 31,5 unités astronomiques, avec une distance moyenne de 19,5 unités astronomiques. L'orbite de leur système est particulièrement elliptique. Bien que la séparation angulaire entre Sirius A et Sirius B soit suffisamment importante pour pouvoir observer les deux membres, cela demeure compromis à cause du contraste de luminosité entre les deux. Sirius B affiche un éclat beaucoup moins important que celui de Sirius A. Elle est en effet plus chaude et plus petite puisque son diamètre est comparable à celui de la Terre. C'est grâce à l'étude du mouvement propre de Sirius A
que la présence de Sirius B est étudiée. Sirius B étant déjà au stade de naine blanche, elle devait être au départ plus massive que Sirius A, arborant une masse d'au moins 6 masses solaires. Un phénomène de vent stellaire a délesté la Sirius B primitive d'une grande part de sa masse, faisant d'elle aujourd'hui l'astre le moins massif du système. Epsilon Aurigae est une étoile binaire à éclipse qui se trouve dans la constellation du Cocher. On la connaît également sous les noms traditionnels de Aldus, Almaz ou encore Alans. Elle se situe à environ 2000 années-lumière. Sa luminosité affiche des magnitudes comprises entre 3 et 3,8 sur une période d'un peu plus de 27 ans. L'apercevoir dans le ciel n'est pas chose aisée. Elle est visible durant l'hiver dans l'hémisphère nord, aux côtés de l'étoile jaune et brillante Capella. Elle forme l'apex du triangle isocèle qui constitue le nez de la constellation du Cocher. Un système stellaire binaire à éclipse est une étoile binaire au sein de laquelle le plan de révolution des deux astres se trouve dans la ligne de vision de l'observateur. Les deux membres s'éclipsent par conséquent mutuellement de façon périodique. Les binaires à éclipse sont des étoiles variables du fait qu'elles s'obscurcissent réciproquement. L'astre visible du binôme est une supergéante de type spectral A91A et fait partie des étoiles les plus brillantes à moins de 1000 parsecs du Soleil. Son diamètre mesure environ l'équivalent de 100 diamètres solaires. L'autre membre du binôme éclipsant ne se voit pas. Le phénomène qui s'observe durant l'éclipse est que le niveau d'obscurcissement de la première étoile par la compagne s'atténue rapidement. C'est comme s'il demeurait un trou dans cette dernière. Depuis le 19e siècle, les astronomes étudient cette étoile mystérieuse. Une éclipse ayant eu lieu en 2009 et 2010 a permis à une équipe de scientifiques d'étudier Epsilon Aurigae grâce à un interféromètre californien. L'éclipse a commencé en août 2009 et a connu son maximum à partir de la fin décembre de la même année. Elle a persisté tout au long de 2010 jusqu'à ce que l'étoile retrouve son éclat normal en 2011. Les images qui ont permis de découvrir un disque de poussière de 1,5 milliard de kilomètres de diamètre, soit l'équivalent de la distance Saturne-Soleil, et avec une épaisseur de 75 millions de kilomètres. Il contenait une petite étoile massive. Cette découverte a permis de confirmer une hypothèse définissant Epsilon Aurigae comme un système binaire atypique. Il s'agit de la combinaison d'une grande étoile de masse modeste qui arrive en fin de vie et qui se trouve occasionnellement éclipsée par une étoile elle-même emmitouflée dans ce grand disque de poussière. Ce phénomène occasionne des éclipses d'une durée de 18 mois. Algol est une autre binaire variable à éclipse comme la précédente Epsilon Aurigae. Elle est également appelée Beta Persei. Algol se situe dans la constellation de Persée et affiche une magnitude 2. Algol se situe à 92,8 années-lumière de nous. Elle possède un mouvement propre très petit en comparaison de sa vitesse radiale. Depuis la Terre, elle est aisément visible à l'œil nu. Lors d'une éclipse, sa brillance diminue progressivement durant 5 heures jusqu'à atteindre son éclat minimal. Elle regagne ensuite son éclat initial dans les 5 heures qui suivent. Ce changement de luminosité est visible en comparant avec l'étoile Almach ou Gamma Andromède, qui est habituellement aussi brillante qu'elle, mais qui devient notablement plus faible lors d'une éclipse.
Son caractère d'étoile variable fait qu'elle change lentement d'éclat tous les 2 jours et 21 heures, mais non pas à cause d'un changement de taille, comme c'est très souvent le cas chez les étoiles variables. C'est en 1783 qu'un astronome proposa une explication à ce phénomène de baisse de luminosité. Il est provoqué par une éclipse qui se produit chaque fois qu'un petit compagnon passe devant l'étoile principale. C'est ainsi qu'Algol a été découverte comme une étoile double très rapprochée, appelée binaire spectroscopique, dont le plan de l'orbite se situe précisément dans notre ligne de visée. Albireo, également appelé Beta Cygni, s'observe aisément à l'œil nu à la pointe de la croix du Cygne dans la constellation du Cygne. Dès lors qu'elle est observée, même dans la plus petite lunette astronomique, elle apparaît comme une prétendante au titre de la plus belle étoile du ciel. Un plus fort grossissement permettra de distinguer facilement les 2 astres qui brillent d'une couleur magnifique. Le plus lumineux arbore un éclat jaune orangé, tandis que le plus faible une teinte bleutée du plus bel effet. Cette apparente majestueuse lui vaut également le surnom de topaze et saphir. Albireo représente l'étoile double la plus contrastée, accessible aux amateurs passionnés d'astronomie, et est la 5e étoile la plus brillante de la constellation du Cygne. Le couple Albireo se compose de 2 étoiles. Une jaune de magnitude 3,1 nommée Albireo A et une autre bleue de magnitude 5,1 nommée Albireo B. 34 secondes d'arc les séparent, ce qui les rend apparentes même avec des petits instruments d'observation. Après de nombreuses années de discussion sur la nature de ce couple, il a été établi qu'il s'agissait d'une binaire visuelle. Une étoile double visuelle définit un couple d'étoiles proches sur le ciel dont les 2 astres peuvent être identifiés séparément à l'aide d'un outil d'observation comme un télescope. Albireo A est une étoile géante rouge de classe spectrale K32. Sa température atteint les 4200 degrés. Albireo B est une étoile bleue légèrement variable. Elle a une luminosité 190 fois plus forte que celle du Soleil, une masse équivalente à 3,3 masses solaires et sa température atteint les 12 000 degrés. Sa période de rotation est inférieure à 15 heures, ce qui la qualifie d'étoile en rotation rapide. En conséquence, elle perd une partie de sa masse et se voit ceinturée d'un disque formé avec cette même masse éjectée. En 1980, des astrophysiciens ont cru déceler l'existence d'un autre compagnon assez proche d'Albireo. Ce dernier, le compagnon C, serait situé à 46 unités astronomiques de l'étoile primaire. Il pourrait, en ce sens, s'agir d'un système triple. Mais cette observation n'a aujourd'hui pas été confirmée. HR 6819, également appelé QVTEL, se trouve dans la constellation du Télescope, à plus de 1000 années-lumière du Soleil. Cette étoile binaire comprend une étoile de type B, avec des raies en émission, cataloguée comme une étoile variable, et une autre de type B3. Leur duo se serait formé il y a environ 50 millions d'années. Les scientifiques ont longtemps cru que les 2 étoiles orbitaient autour d'un trou noir stellaire, formant ainsi un système triple. Mais récemment, de nouvelles données ont confirmé qu'il s'agissait d'un système binaire. Entre les 2 étoiles se joue un phénomène nommé le vampirisme stellaire, dans lequel une des étoiles se nourrit de l'autre. L'étoile géante est entourée d'un anneau de gaz qui est le résultat de l'attraction de l'étoile plus petite dépouillée de son atmosphère. R Aquarii fait partie d'un groupe d'étoiles binaires étranges dites symbiotiques.
Elle se situe à environ 650 années-lumière de la Terre. Dès le XIe siècle, ces sursauts d'éclat furent remarqués. La qualification de symbiotique suggère une interaction particulière entre les étoiles. Il s'agit d'un transfert de matière. Ces duos stellaires sont très rares. Ils se composent d'une étoile géante rouge et froide et d'une petite étoile compacte et chaude. L'étoile naine récupère l'atmosphère de l'étoile géante. Cette perte de matière provoque un vent stellaire qui s'enroule autour de l'étoile naine. Un disque d'accrétion qui atteint 100 000 degrés prend forme et des jets de plasma bipolaires peuvent être émis. Dans un premier temps, la binaire se trouve dans une phase calme, une phase d'équilibre durant laquelle l'étoile géante perd de l'énergie sur une grande partie du spectre. Dès lors que cet équilibre est perturbé, la binaire entre en phase active avec de grandes variations d'énergie et de luminosité, atteignant plusieurs magnitudes. L'étoile peut en effet devenir jusqu'à 750 fois plus lumineuse que la normale. R Aquarii se caractérise par une nébuleuse qui est le fruit de plusieurs éruptions importantes. Son étoile principale est une géante rouge variable de type Mira, dont la température effective est de 2600 degrés. Elle s'accompagne d'une étoile naine blanche d'une température effective de 20 000 degrés. Leur période orbitale est de 44 ans. L'étoile géante se voit affaiblie des couches supérieures de son atmosphère qui se transforme en vent stellaire au profit de l'étoile naine. Ce gaz évolue dans le plan équatorial et forme également un disque d'accrétion très lumineux, quelquefois accompagné d'un jet bipolaire. Dès lors que l'étoile naine accumule assez de gaz, elle explose en nova. Le gaz éjecté dans l'espace forme une bulle de part et d'autre du plan équatorial du disque. Quelques milliers d'années plus tard, l'étoile naine débute un nouveau cycle d'accrétion et d'éruption. Une nouvelle bulle de gaz se forme à la manière d'un sablier. L'étoile naine produit des réactions de fusion thermonucléaires. C'est pourquoi sa surface devient 250 fois plus lumineuse. Ce cycle recommence tant que l'étoile géante alimente l'étoile naine. Après ce tour d'horizon des systèmes stellaires binaires, partons explorer les systèmes stellaires qui se composent de plus de 2 membres. Les systèmes stellaires multiples sont des systèmes qui comportent plus de 2 étoiles. Ils peuvent être triples s'ils contiennent 3 étoiles, quadruples s'ils en contiennent 4, quintuples s'ils en contiennent 5, et ainsi de suite. Ces systèmes demeurent plus petits que des amas stellaires ouverts qui, eux, regroupent jusqu'à 1000 étoiles. La modélisation d'un système stellaire multiple est bien plus complexe que celle d'un système double. Les plus connus demeurent les systèmes triples. Ils sont souvent hiérarchiques, c'est-à-dire qu'ils contiennent une paire d'étoiles proches liées à un compagnon plus éloigné. À l'heure d'aujourd'hui, on connaît des systèmes ayant au maximum jusqu'à 7 membres. Voyons de plus près à quoi ressemblent ces différents systèmes. La Voie lactée est peuplée de plus de 200 milliards d'étoiles. Parmi elles, seules celles qui demeurent peu éloignées du système solaire nous sont visibles à l'œil nu depuis la Terre. La plus proche d'entre elles est Alpha du Centaure, une étoile complexe qui se compose de 3 astres. Elle se situe à 4,37 années-lumière du Soleil. Également nommée Alpha Centauri, elle se compose de Alpha Centauri A, Alpha Centauri B et Alpha Centauri C, plus communément appelée Proxima du Centaure. On lui attribue également au moins une planète. Du fait de sa proximité et de son accessibilité, Alpha du Centaure est un sujet d'étude prisé des astronomes
et elle est un des systèmes stellaires multiples les plus étudiés. Dans l'hémisphère céleste austral, Alpha du Centaure scintille à proximité de la Croix du Sud. En tant que troisième étoile la plus brillante du ciel après Sirius et Canopus, son éclat est époustouflant. Ses deux composantes principales constituent une étoile double facilement observable dans un petit télescope. Le troisième compagnon est, quant à lui, un peu moins spectaculaire avec sa magnitude 11. Alpha Centauri A et Alpha Centauri B représentent les deux étoiles principales. Elles forment une étoile binaire, Alpha Centauri AB. Ce sont des étoiles similaires au Soleil. Alpha Centauri A 1,1 fois la masse du Soleil et 1,519 fois sa luminosité. Plus froide et moins massive, Alpha Centauri B a 0,907 fois la masse du Soleil et 0,445 fois sa luminosité. Le troisième compagnon, Proxima du Centaure, est une faible et minuscule étoile appelée naine rouge. Elle mesure seulement 1,5 fois la taille de Jupiter, est bien moins lumineuse que ses deux compagnes, mais détient le record de proximité au Soleil puisqu'elle se situe à une distance de 4,24 années-lumière de lui, et ce, depuis 32 000 années. Environ 13 000 unités astronomiques séparent Proxima Centauri et Alpha Centauri AB, soit environ 430 fois le rayon de l'orbite de Neptune. Les trois astres affichent un mouvement propre sur la voûte céleste. Leur position a lentement varié au fil des siècles. À l'origine, Alpha du Centaure devait être une étoile double. Le couple Alpha Centauri AB aurait adopté Proxima Centauri alors qu'elle passait à proximité. Cette dernière est donc liée gravitationnellement aux deux étoiles. HD 188753 est un système stellaire composé de 3 étoiles, A, B et C, se situant à 151 années-lumière de nous, dans la constellation du Cygne. La particularité de ce système est qu'il abrite au moins une exoplanète, HD 188753 AB. C'est la première à avoir été découverte dans un système à 3 étoiles. Les composantes HD 188753 B et C orbitent l'une autour de l'autre en 156 jours, en même temps qu'elles tournent autour de la troisième étoile centrale, HD 188753 A, en 25,7 années à une distance de 12,3 unités astronomiques. L'exoplanète HD 188753 AB gravite autour de l'étoile principale. C'est une géante gazeuse, comme Jupiter, mais elle se tient très proche de son étoile. HD 131399 est un système stellaire constitué de 3 étoiles qui se situe dans la constellation australe du Centaure, à environ 333 années-lumière de notre planète. 3 membres composent le système. L'étoile centrale, HD 131399A, est une étoile bleue de magnitude apparente 7,08. Elle n'est pas observable à l'œil nu du fait de sa faible luminosité. Un objet accompagne l'étoile. Il s'agit de HD 131399 AB, une étoile de fond qui a longtemps été prise pour une planète. HD 131399A s'accompagne de B et C. Ces deux derniers forment un système binaire. Polaris, aussi dénommée Alpha Ursae Minoris, est l'étoile la plus brillante de la constellation de la Petite Ourse. C'est elle qui porte l'appellation commune d'étoile polaire. Elle est réputée pour indiquer avec une certaine précision la direction du pôle Nord céleste. Elle a traditionnellement servi à de nombreuses civilisations lors de la navigation
et a été rebaptisée par de nombreux noms traditionnels. Polaris est son nom traditionnel d'origine latine. Sa position s'amalgame presque avec la direction de l'axe de rotation terrestre. Les autres étoiles du ciel semblent lui tourner autour. Elle n'apparaît jamais dans l'hémisphère sud et à l'inverse ne se couche jamais dans l'hémisphère nord. Du fait de la précession des équinoxes, le pôle nord céleste change de position au fil des centaines d'années. Il y a 4800 ans, Tuban était l'étoile polaire. L'étoile Vega le deviendra dans le futur. Polaris est une variable céphéide supergéante. Alpha Ursae Minoris A, qui s'accompagne de 2 astres plus petits. Parmi eux, elle forme une binaire visuelle avec Alpha Ursae Minoris B. Ils sont tellement rapprochés que le compagnon n'a été découvert par son attraction gravitationnelle sur Polaris A que grâce à des photographies faites par le télescope spatial Hubble en 2006. Après ce tour d'horizon des systèmes stellaires triples, partons explorer les systèmes quadruples qui se composent de 4 membres. Quatre Centauri, également nommée H Centauri, est une étoile multiple qui se situe dans la constellation du Centaure. Ce système se situe à environ 652 années-lumière de la Terre. 4 Centauri se caractérise comme un système d'étoiles quadruple hiérarchique. Les 2 paires qui le composent sont séparées de 14 secondes d'arc. 4 Centauri A est la composante primaire. Il s'agit d'une binaire spectroscopique, ce qui définit un couple d'objets dont le mouvement orbital est repéré grâce à la variation de la vitesse radiale d'un ou plusieurs composants du système. Son compagnon est alors détectable par l'effet Doppler exercé dans le spectre lorsqu'il orbite. Seule la lumière de l'étoile principale est visible dans le spectre. L'étoile visible est une sous-géante bleu-blanc d'une magnitude apparente de 4,72. 4 Centauri B est la composante secondaire. Il s'agit également d'une binaire spectroscopique arrêt simple. L'étoile apparente est une étoile blanche de la séquence principale. Sa magnitude apparente est de 8,53. Andromède est une constellation très ancienne qui se situe dans l'hémisphère nord et fut identifiée par l'astronome Ptolémée. Andromède est visible depuis nos latitudes en direction du nord pendant une bonne partie de l'année. Si l'on part du carré de Pégase, Andromède se trouve légèrement au nord-est et s'identifie grâce à ses 4 étoiles alignées en direction de Persée. Alpha, Delta, Beta et Gamma. Elle arbore une forme longue en A. La grande galaxie spirale M31 est l'objet le plus caractéristique de cette constellation et l'un des plus célèbres de la voûte céleste. Elle est connue sous le nom de galaxie d'Andromède. Parmi les 3 étoiles dominantes de la constellation, 2 sont des systèmes multiples. Alpha Andromedae est l'étoile la plus brillante d'Andromède. Elle est également connue sous le nom d'Alphératz ou Syrah. Sur la voûte céleste, elle représente la tête d'Andromède. Gamma Andromedae est un système quadruple, mais il est possible qu'une ou 2 étoiles plus éloignées appartiennent également au système. Également connue sous le nom d'Almach ou Sadagbia, elle se situe au bout de la jambe sud du A de la constellation. Elle affiche des couleurs contrastées orange et bleu. Son étoile principale, désignée par Y1 Andromedae, est une géante orange 80 fois plus grande et 2000 fois plus lumineuse que le Soleil.
Elle est la composante la plus brillante du système avec sa magnitude 2. Autour d'elle tourne Y2 Andromedae, qui est elle-même son étoile double. Y2-A Andromedae et Y2-B Andromedae se tournent autour en 61 ans selon une orbite très fortement elliptique. Les deux étoiles sont toutes deux bleues. Y2-A Andromedae est elle-même son double, son compagnon tournant autour d'elle en seulement 2,7 jours. Mu Draconis est une étoile multiple que l'on retrouve dans la constellation du Dragon. Elle se situe à environ 85 années-lumière du système solaire, à proximité de la tête du Dragon. Sa magnitude apparente est de 4,92. Mu Draconis est également connu sous le nom traditionnel Alrakis. Ce système quadruple se compose de 4 étoiles. Mu Draconis A et Mu Draconis B sont les deux étoiles principales. Il s'agit d'étoiles de couleur jaune-blanche, se ressemblant beaucoup et étant en orbite serrée. Leur magnitude apparente est de 5,6. Elles sont observables à l'aide d'un petit télescope lors de conditions météorologiques parfaites. Mu Draconis B est elle-même une binaire spectroscopique. Mu Draconis C, quant à elle, est une naine rouge qui se situe à environ 12 secondes d'arc de ses compagnes A et B. Après ce tour d'horizon des systèmes stellaires quadruples, partons explorer les systèmes quintuples qui se composent de 5 membres. Sigma d'Orion, également appelé Sigma Orionis, est un système stellaire composé de 5 étoiles qui se situe dans la constellation d'Orion à environ 1150 années-lumière de notre planète. La composante principale est Sigma Orionis AB, une étoile double dont les deux membres sont séparés à 0,25 arcs-secondes. Il s'agit de naines plutôt jeunes puisqu'elles sont âgées de seulement quelques millions d'années. Sigma Orionis A est une étoile bleue avec une magnitude de 4,2. C'est la plus brillante du couple. Sigma Orionis B est une étoile de type B et possède une magnitude de 5,1. Le couple accomplit une révolution en 170 ans à une distance d'environ 90 unités astronomiques. Les deux composants A et B rayonnent l'équivalent d'au moins 30 000 luminosités solaires. Il s'agit d'une des paires de binaires visuels les plus massives. Elles atteignent respectivement des masses équivalentes à 18 et 13,5 masses solaires. Sigma Orionis D et E arrivent juste après la paire A et B en termes de luminosité. Elles se situent respectivement à 4600 et 15 000 unités astronomiques de Sigma Orionis A et B. Il s'agit d'étoiles naines qui atteignent environ 7 masses solaires. Sigma Orionis E est qualifiée d'étoile étrange car elle contient une forte quantité d'hélium. La dernière composante de ce système quintuple est Sigma Orionis C. Elle est proche de la paire AB, à environ 3900 unités astronomiques. C'est une étoile naine de type A. Les orbites de Sigma Orionis C, D et E sont instables. Il se peut qu'elles s'accélèrent par la gravitation et soient expulsées du système bien avant même de mourir. Également connu sous le nom traditionnel d'Abi, Beta Capricorni est un système stellaire quintuple qui se situe dans la constellation du Capricorne, à 328 années-lumière de nous. Elle est voisine de l'écliptique, le plan dans lequel s'effectue l'orbite de la Terre autour du Soleil et peut être occultée par la Lune, mais également plus rarement par les planètes. Beta Capricorni se compose d'un système complexe. À l'aide de jumelles ou d'un petit télescope, elle peut être confondue avec une étoile double. La composante la plus brillante, Beta Capricorni A,
a une magnitude apparente de 3,05. Sa composante la plus faible, Beta Capricorni B, arbore une magnitude apparente de 6,09. Toutes deux sont séparées par au moins 21 000 unités astronomiques. Elles parcourent leur orbite en environ 700 000 ans. Ces deux composantes principales sont elles-mêmes composées de plusieurs étoiles. La structure la plus complexe est celle de Beta Capricorni A. On lui dénombre au moins 3 composantes et son spectre est difficile à interpréter. C'est un couple d'étoiles qui domine. Beta Capricorni AA est une naine bleu-blanche d'une magnitude apparente de 3,08. Sa température de surface atteint 4700 degrés. Sa luminosité équivaut à 600 fois celle du Soleil et son diamètre est égal à 35 fois celui du Soleil. Beta Capricorni AB1 a une magnitude apparente de 7,20. Elle est accompagnée d'une autre invitée, Beta Capricorni AB2, qui lui tourne autour avec une période orbitale de 8,7 jours. Beta Capricorni B est l'élément le plus simple et le mieux connu. Elle possède une grande quantité de mercure et de manganèse dans son atmosphère. Beta Capricorni BA est une étoile binaire composée d'une géante 40 fois plus lumineuse que le Soleil, qui arbore une magnitude de 6,1. La deuxième compagne, Beta Capricorni BB, se situe à environ 3 arcs-secondes. D'autres objets, Beta Capricorni D et E, se situent à proximité de Beta Capricorni. Mais on ne sait pas à l'heure actuelle si ce sont de simples doubles optiques ou si elles s'apparentent réellement au système. Iota Cassiopeiae est une étoile multiple qui se constitue de 5 étoiles situées dans la constellation de Cassiopée à 133 années-lumière de la Terre. Sa magnitude apparente est d'environ 4,5. Iota Cassiopeiae A, la composante principale, est une étoile blanche ayant une magnitude apparente de 4,61. Elle est elle-même une binaire dont les deux étoiles sont désignées par les appellations Iota Cassiopeiae AA et Iota Cassiopeiae AB. Iota Cassiopeiae B est une naine jaune-blanche d'une magnitude apparente de 6,87. La troisième et dernière composante est Iota Cassiopeiae C, elle-même une binaire serrée de magnitude 8,50. Ces deux étoiles, Iota Cassiopeiae CA, une naine jaune, et Iota Cassiopeiae CB, une naine rouge, sont séparées d'à peine 0,41 secondes d'arc. Le système stellaire de Iota Cassiopeiae est parmi les plus beaux. Sur ces 5 étoiles, 3 seulement sont accessibles aux amateurs. Un grossissement de 100 fois suffit pour les séparer, même si l'observation est plus confortable à 200 fois. Iota Cassiopeiae A émet un éclat blanc. Iota Cassiopeiae B diffuse du bleu et tourne autour de cette dernière. Enfin, Iota Cassiopeiae C est également bleu et se déplace doucement. Un véritable spectacle visuel pour les passionnés d'astronomie. Également connu sous le nom Alula Australis, XI Ursae Majoris est un système multiple composé de 5 étoiles qui se trouve à 27,3 années-lumière de nous dans la constellation de la Grande Ourse. XI Ursae Majoris A et B sont des binaires spectroscopiques. Leurs étoiles principales, XI Ursae Majoris AA et AB, possèdent chacune un compagnon de faible masse nommé XI Ursae Majoris AB, une naine rouge, et XI Ursae Majoris BB, probablement une naine blanche. Les deux composantes principales XI Ursae Majoris AA et BA forment une étoile binaire visuelle. Elles sont sur la séquence principale similaire au Soleil. XI Ursae Majoris AA est une naine jaune-blanche d'une taille équivalente
à environ 101% de celle du Soleil et d'une luminosité de 110% celle du Soleil. XI Ursae Majoris Ba est une naine jaune d'une taille équivalente à 78% de celle du Soleil et d'une luminosité équivalente à 67% celle du Soleil. 10 unités astronomiques séparent ces deux composantes et elles ont besoin de presque 60 ans pour compléter une orbite. Ce système est enrichi d'un dernier objet, une naine brune, qui se trouve à 500 secondes d'arc des autres. Zeta Cancri est un système stellaire multiple de la constellation du Cancer qui se trouve à environ 80 années-lumière du Soleil. Il est constitué de 5 étoiles. Les étoiles A et B sont en orbite avec une période d'environ 60 ans. La composante A a une magnitude apparente de 5,7. Deux autres composantes, Ca et Cb, gravitent autour de A et B en 1115 ans et à une distance de 197 unités astronomiques. Le membre Cb est probablement constitué de 2 étoiles. Après ce tour d'horizon des systèmes stellaires quintuples, partons explorer les systèmes sextuples qui se composent de 6 membres. L'étoile Castor, également connue sous le nom Alpha Geminorum, se situe dans la constellation des Gémeaux. Elle fait partie des étoiles les plus brillantes du ciel nocturne et est la seconde étoile la plus brillante de la constellation après l'étoile Pollux, aussi appelée Beta Geminorum. Elle se situe à 49,8 années-lumière du Soleil. Les noms traditionnels Castor et Pollux ont été donnés à ces 2 étoiles jumelles célestes, d'où le nom de la constellation des Gémeaux. Gemini signifiant jumeau en latin. Castor est l'un des fils jumeaux de Zeus et de Leda. Castor est un système stellaire sextuple composé de 3 paires d'étoiles binaires. La première paire nommée Castor A est une binaire spectroscopique ayant pour étoile principale Castor AA et une secondaire Castor AB. La deuxième paire, Castor B, est également une binaire spectroscopique. L'étoile principale est Castor BA et la secondaire Castor BB. La troisième paire, Castor C, est une variable de type BY Draconis. Les 2 étoiles qui la composent sont Castor CA, la principale, et Castor CB, la secondaire. En 2020, un 18e système à 6 étoiles est découvert. Il s'agit de l'un des plus étonnants que nous connaissions à l'heure actuelle. TIC 16 87 89 840. Il se trouve à 1900 années-lumière de la Terre et est situé dans la constellation de l'Éridan. Au cœur de ce système sextuple, on retrouve 2 paires d'étoiles binaires à éclipse. Ce sont les paires A et C. 4,8 et 4,2 millions de kilomètres séparent chacune de leurs étoiles. Les étoiles de chaque paire orbitent autour de leur partenaire en quelques jours. Les 2 paires gravitent également ensemble autour de leur barycentre commun. La paire B, située à 14,9 millions de kilomètres, gravite autour de la paire AC. Au sein de ce système, à chaque fois qu'une étoile se déplace devant son compagnon le plus faible, puis derrière lui, une éclipse a lieu. Le plan orbital des étoiles de TIC 16 87 89 840 étant dans notre ligne de visée, nous avons l'énorme privilège, depuis la Terre, d'observer les étoiles éclipser leurs partenaires. Les étoiles primaires de ce système sextuple sont vaguement plus brillantes et plus chaudes que le Soleil. Les étoiles secondaires sont quant à elles plus sombres et plus froides. Les paires A et C sont liées du fait de leur proximité.
La troisième paire, qui est plus éloignée, pourrait avoir des planètes. Après ce tour d'horizon des systèmes stellaires sextuples, partons explorer les systèmes septuples qui se composent de 7 membres. À ce jour, seuls 2 systèmes septuples ont été découverts. Nu Scorpii, traduit en français Nu du Scorpion, est un système septuple d'étoiles qui se situe dans la constellation du Scorpion. Ce système hiérarchique se constitue de 2 sous-systèmes composés respectivement de 4 membres et de 3 membres. Nu Scorpii AB est le premier sous-système composé de 4 étoiles. 2 étoiles se situent au centre, Nu Scorpii AA et Nu Scorpii AB. Une troisième tourne en orbite autour de cette paire, Nu Scorpii AC. Nu Scorpii B, la 4e étoile qui est la plus éloignée, tourne en orbite autour de cet ensemble. Nu Scorpii CD est le 2e sous-système composé de 3 étoiles. Un couple d'étoiles, Nu Scorpii D, qui se constitue de Nu Scorpii DA et Nu Scorpii DB, tourne en orbite autour de la 3e étoile, Nu Scorpii C. AR Cassiopeiae est le 2e système septuple connu à ce jour. Il se situe dans la constellation de Cassiopée et comprend 7 étoiles. Le sous-système principal nommé AR Cassiopeiae AB est un système triple. Un peu plus loin se trouvent 2 autres étoiles, AR Cassiopeiae C et D. Puis une autre paire d'étoiles, AR Cassiopeiae F et G, se trouvent à proximité. Ces 4 dernières sont des compagnons de mouvement propres communs. Bien que ce tour d'horizon des systèmes stellaires multiples paraisse remarquable, il ne représente pas moins qu'une poignée des systèmes qui peuplent le cosmos. Nous savons aujourd'hui qu'ils sont une composante importante de notre propre galaxie, ainsi que d'autres galaxies de l'univers. Les systèmes stellaires multiples peuvent connaître des interactions complexes entre les étoiles qui les composent. Ces interactions peuvent influencer les orbites des étoiles, provoquer des transferts de matière entre elles, voire conduire à des collisions ou à des fusions d'étoiles. Les effets gravitationnels des étoiles multiples peuvent également perturber les disques protoplanétaires qui entourent les étoiles, affectant ainsi la formation et l'évolution des planètes dans ces systèmes. La présence de systèmes stellaires multiples peut avoir une incidence sur la vie et l'habitabilité des planètes qui les entourent. Les orbites complexes et les interactions gravitationnelles entre les étoiles peuvent entraîner des variations importantes des conditions environnementales, telles que la luminosité, les marées et les forces gravitationnelles, qui pourraient entraîner des conséquences sur la stabilité des orbites planétaires et les conditions favorables à la vie. L'étude de ces systèmes stellaires à plusieurs étoiles permet de mieux comprendre la diversité, la complexité de la structure et de la dynamique de l'univers, et ainsi de comprendre d'où nous venons.